jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et si, en ces temps de crise, le bonheur était plus que jamais une question sérieuse? Quand certains traversent la France pour apprendre à mettre plus de joie dans leur vie, d'autres s'offrent le luxe d'aller chercher leur moi profond, à l'autre bout de la planète. Une surenchère d'ouvrages dédiés à la question du bonheur déferle sur nos rayons. Un secteur très florissant de l'édition qui a ses pionniers, ses stars et ses parfaits inconnus. Des dizaines de milliers de sites internet proposent sans aucune réglementation des méthodes de développement personnel, des plus sérieuses aux plus farfelues. Combien de temps suffit? Je libère et je lâche. Difficile de naviguer au milieu de toutes ces promesses d'Eldorado, autour desquelles s'affairent psychiatre, coach autoproclamé ou guide spirituel. Difficile aussi de mesurer le poids économique de ce marché ultra concurrentiel et en plein boom. Mais le bonheur est aussi un immense champ de recherche investi par les scientifiques. Leurs études font des émules partout dans le monde, y compris dans les universités et les institutions politiques. Le bonheur à la côte, et plus rien ne l'arrête. C'est un long chemin. Le bonheur, Bruno Fabre l'a trouvé. Ou plutôt, il l'a conceptualisé. Une pyramide en 3D, sorte de boîte de Pandore vendue en kit au prix de 39 €, qui nous permettrait de voir où on en est dans la vie par rapport à notre bonheur. L'homme est fait pour être heureux. Moi, je suis convaincu de ça. On est fait pour être heureux. Par contre, on n'est pas très doué. Mais avec la pyramide, ouf, on peut peut-être changer la donne. C'est un peu comme un peu les enfants, en réalité. Démonstration. Prenez-en une vierge, ajoutez-y vos données personnelles. Des petites briques de couleurs. Et surtout, lâchez-vous sur toutes les bonnes vraies questions. Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur dans la vie? Exemple, ma famille, mes enfants. Ça peut être le pouvoir, ça peut être le sexe pour certaines personnes. Ou alors l'argent, les voyages, les amis, la réussite sociale. À chaque individu, son chemin perso et ses faiblesses cachées. Quelqu'un qui a une face problème toute noire, on va dire, effectivement, il a des problèmes. Alors il va dire, bah, c'est sûr, je savais avant que j'avais des problèmes. Mais la pyramide est faite pour ça, elle est faite pour faire le point. C'est une représentation du bonheur en 3D. Son argumentaire est bien huilé car il n'en est pas à son premier coup. Il a déjà fait fortune dans 2 startups qu'il a très vite revendues. Avec la femme de sa vie, ils ont alors tout plaqué pour vivre sur un bateau et faire le tour du monde. Une application concrète du bonheur, en somme. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'ennuie un peu. Avoir un but dans la vie, c'est ça aussi le bonheur. Et donc je voulais avoir un projet qui m'occupe. Et puis qui puisse servir à quelque chose en réalité. 4 ans de travail et 15 collaborateurs, il a foncé tête baissée, marketant son produit en vrai businessman qu'il était il n'y a pas si longtemps. J'ai travaillé d'une manière un peu particulière. C'est que je n'ai jamais lu de livre sur le bonheur. Je n'étais pas du tout branché psy. J'ai pas voulu m'influencer. Je voulais partir d'une feuille blanche. Le bonheur serait-il à mi-chemin entre Bogdanov et le célèbre chanteur Antoine, le parrain de cette soirée de lancement, organisée en grande pompe à 1 mois des fêtes de Noël, au milieu des poissons de cet aquarium géant. Un marché rentable? Bruno Fabre s'en moque, il reverse la totalité des bénéfices à des associations humanitaires. Pour être heureux, pratiquons l'altruisme. Et un livre de plus sur le sujet du bonheur, mais cette fois-ci version pochette surprise. Et qui vient se ranger parmi plus de 380 nouveaux titres chaque mois. Parmi les stars, Boris Cyrulnik, Christophe André ou Thierry Janssen. Car s'il y a un secteur dans l'industrie du livre qui ne connaît pas la crise, c'est bien celui du bien-être. 3e position derrière la littérature générale et la jeunesse, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 460 millions d'euros. C'est pas que ça marche mieux, c'est que ça marche tout le temps, toute l'année. Les meilleures ventes, tous secteurs confondus de l'édition, c'est dans ce rayon qu'on les trouve. Vous voyez, il y a des choses comme ça, par exemple, qui marchent vraiment très fort. 730 000 exemplaires vendus, traduits en 23 langues, un carton planétaire. Vous avez une croyance particulière? Les tendances fortes? Comment ralentir, se dépouiller, se simplifier la vie. Je pense trop. Le titre est super, moi je trouve.
Le concept à la mode, la pleine conscience, savoir profiter du moment présent. Les gens sont encombrés de plein de choses dans la tête. Donc pour pouvoir sortir de ça, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils se tournent vers le passé, soit ils se tournent vers le futur, mais ils ne sont jamais dans le présent. Alors le passé, ils se culpabilisent, et le futur, ils s'angoissent. Donc le présent est important. C'est pour ça que ça marche bien, les livres sur la méditation, sur l'instant présent. Parmi les ouvrages à succès, un incontournable, Fabrice Midal. Il parcourt le monde depuis 10 ans pour dénicher les auteurs les plus en vue sur le sujet de ce qui rend les gens heureux. Autant dire qu'il a sur la question une vue d'en haut. Et des ouvrages sur le bonheur, il en a édité de quoi remplir une armoire normande. Parmi eux, des chercheurs en psychologie positive, et notamment un certain Martin Seligman. Au début, il était considéré comme un huluberlu, et il est devenu le président de l'association des psychologues américains. Donc ça montre l'ampleur du phénomène. La psychologie positive est un phénomène comme on en a très peu vu ces dernières décennies. Martin Seligman est aujourd'hui le chef de file de cette discipline et il fait plancher pas moins d'une vingtaine de chercheurs dans son laboratoire de Pennsylvanie. Il y a 6 ans, nous nous sommes penchés sur le cas de gens extrêmement heureux pour savoir en quoi ils étaient différents de nous. On a découvert une logique. Ils ne sont pas plus religieux, ne sont pas en meilleure santé, n'ont pas plus d'argent et ne sont pas plus beaux. Il ne leur arrive pas plus de choses agréables ou désagréables. En fait, ils se distinguent sur un point. Ils sont extrêmement socialisés et chacun d'entre eux vit une relation amoureuse et a beaucoup d'amis. Martin Seligman, mais aussi Tal Ben-Shahar de l'université de Harvard, auteur de l'apprentissage du bonheur. Il est connu pour ses travaux sur la gratitude. Il dit que savoir dire merci change nos vies, notre regard sur le monde. La gratitude est un mode de vie. Et en 3 ans, sa popularité a atteint des sommets. Il est l'invité de tous les plateaux télé et remplit les amphis des universités. Maintenant, Harvard a son cours de bonheur qui enseigne aux élèves comment être heureux. Le cours a battu le cours d'économie générale pour la première fois dans l'histoire d'Harvard. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous payez les cours. Donc que son cours sur le bonheur est devenu le cours majeur, le plus important, signale quelque chose, que les gens y trouvaient, les étudiants y trouvaient quelque chose de décisif. La psychologie positive déferle comme un tsunami outre-Atlantique, car ces concepts résonnent chez tout un chacun. Pour faire simple, quand le bonheur devient un camembert, voici ce que les chercheurs énoncent. La première part recouvre pas moins de 50%. C'est notre capital de départ, notre héritage génétique. C'est ce qu'on ne peut pas changer. Après, il y a les événements qu'on vit, les tuiles que nous prenons sur le coin de la figure ou au contraire les bonnes nouvelles, comme gagner au loto. Cette part-là ne compose que 10% de notre capacité à être heureux. La vraie bonne nouvelle se situe dans les derniers 40%. C'est notre marge de manœuvre, notre façon de penser et d'agir au quotidien. Nous pouvons donc augmenter notre bonheur. Gigantesque découverte. Sur les traces de son cousin David, qui le premier l'a aiguillé sur ses recherches, Florence Servan-Schreiber. Il y a 1 an, mon emploi m'a quittée. Alors, j'en ai profité pour m'inscrire à un cours scientifique sur le bonheur. Le fameux cours du célèbre Tal Ben-Shahar, l'américain de Harvard. Pendant 12 semaines et pour $800, elle a suivi ses cours en ligne et ça a un peu transformé sa vie. Je ne suis pas devenue un petit lutin de la forêt qui vit avec des fleurs dans les cheveux. Simplement, j'ai un peu plus de ressources. Voilà, j'ai un peu plus de ressources quand ça ne va pas bien. J'ai quelques petits exercices dans mon sac qui vont me permettre de mettre fin à ça. Et je le sais. Et donc je sais que si je choisis de continuer à ruminer, c'est parce que je choisis de continuer à ruminer. Elle raconte tout cela dans un livre, 3 kiffs par jour, 30 000 exemplaires vendus. Et ce joli succès de librairie l'a encouragée à se lancer un cran au-dessus. Elle donne maintenant des cours de bonheur aux autres. Des découvertes toutes simples. Dans cet atelier du centre parisien, pour 80 € la séance de 3 heures, elle va balayer tous les grands thèmes abordés par ses chercheurs. Les bienfaits de l'optimisme, ceux de la gratitude, ou encore l'influence de nos pensées sur nos actions. Donc, lorsque je décide que cet après-midi va formidablement bien se passer,
mon cerveau est en train d'éveiller les neurones similaires à ceux qui vont s'éveiller si ça se passe bien et lorsque ça se passera bien. Nous avons un tel pouvoir de conviction sur nous-mêmes que si nous décidons que ça va mal se passer et que ce sont ces neurones-là que nous réveillons, il est probable que ça se passe mal. Et cette discipline, vieille de 10 ans à peine aux États-Unis, arrive désormais dans les hôpitaux. Une petite révolution en somme, car depuis qu'elle existe, la psychologie s'est toujours centrée sur les pathologies, la dépression, l'anxiété, la schizophrénie, et comment les soigner. Mais elle ne s'était jamais intéressée à la population des gens heureux, et pourquoi le sont-ils? Et voilà que la psychologie positive s'y penche aujourd'hui. Christophe André, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, s'en sert pour ses patients, en prévention des rechutes précisément. Peut-être que l'exercice le plus classique, le plus simple et sans doute le plus fondamental en matière de psychologie du bonheur, c'est juste s'arrêter pour prendre conscience et savourer. Et très souvent, nous croisons des instants agréables dans nos vies, un beau chant d'oiseau, un beau coucher de soleil ou une conversation agréable avec un ami, mais nous ne sommes pas rendus disponibles psychologiquement. Ça reste du bien-être, mais je ne l'ai pas transcendé en bonheur parce que je me suis arrêté pour en prendre conscience. Donc il y a tout un tas de petits exercices très simples. Par exemple, le soir, essayer de s'endormir en repensant à 3 bons moments de la journée. Donc ça paraît tout bête comme ça, mais d'abord, ce n'est pas forcément ce qu'on fait spontanément. On a plutôt tendance à s'endormir soit sur une distraction, on regarde un film, on lit un bouquin, soit sur une rumination, on repense à des soucis de la journée. Mais le fait de se dire, ok, il y a eu plein de choses compliquées dans ma journée, mais il y a eu aussi des moments sympas, lesquels j'ai rencontrés, desquels je peux me souvenir maintenant avant de m'endormir. Si on fait ça, c'est qu'on s'est aperçu que les pensées ou les images sur lesquelles on s'endormait étaient traitées toute la nuit par notre cerveau de manière inconsciente. Se souvenir des belles choses, c'est simple finalement le bonheur. En psychologie positive, ça s'appelle pratiquer la gratitude. C'est l'idée phare des ateliers de Florence Servan-Schreiber, un concept qu'elle a remis à sa sauce en l'appelant un kiff. Un kiff, c'est une situation, une pensée, quelque chose qui vous est arrivé, pour lequel vous éprouvez de la gratitude. Éprouver de la gratitude, c'est simplement d'avoir l'élan de dire « alors pour ça, merci ». Alors soit je remercie quelqu'un qui a fait quelque chose pour moi, soit je remercie la vie, soit je remercie une instance supérieure, mais juste là, franchement, merci. Lorsqu'on sait éprouver de la gratitude, et les gens qui le font naturellement, gagnent jusqu'à 7 ans d'espérance de vie. Donc c'est pas rien. Je te remercie pour ta gratitude et ta gentillesse. En résumé, pour vivre plus longtemps, mieux vaut commencer par les kiffs avant d'arrêter de fumer. La psychologie positive, des concepts simples qui souvent relèvent du bon sens, mais que nous n'appliquons pas. C'est comme une boîte à outils, c'est rempli de petites choses dont on peut se servir au quotidien et dont on a l'accès illimité en fait. Pour aller chercher ces portes d'accès vers le bonheur, il y en a qui traversent la planète. Dans cet état du Karnataka en Inde, à 3 heures de route au sud de Goa, c'est la méditation qui s'est déclinée dans un concept hôtelier de luxe. José Dominique, qui a pensé ce concept, possède 11 palais et hôtels, tous aussi luxueux les uns que les autres. La basse saison occasionnée par la mousson ne le gêne pas, il affirme même que c'est meilleur pour le corps et l'esprit. Il réalise ainsi 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 7 ans, son groupe s'appelait Casino Group Hotel. En gardant les mêmes initiales, il l'a rebaptisé Care Green and Health pour se positionner sur ce tourisme écolo de luxe, un business qu'ils sont une poignée d'Indiens à se partager. Ici, c'est le point le plus haut. On domine la plage appelée Home Beach. Elle a la forme d'un home. En yoga, le son le plus signifiant, c'est le son Om. Et c'est exactement ce que la nature a dessiné ici. Du yoga
yoga en cure intensive, c'est l'exercice que vont pratiquer ces occidentaux, des femmes pour la plupart, venus se ressourcer, ou plutôt se retrouver. Où tu vas, tu es. Et tu es celui que tu cherches. Ici, c'est un sanctuaire pour explorer la nature, votre son intérieur, votre rythme, vous-même. La destination la plus difficile, c'est d'aller vers soi-même. Et c'est un challenge. Et le challenge, pour ces 3 femmes, c'est déjà de se lever très tôt. 6h30 le matin, séance de méditation pour les plus téméraires. Une Russe et 2 Françaises, venues se ressourcer devant la mer d'Oman. Et maintenant, ouvrez doucement les yeux, sans bouger le corps, et appréciez la vue devant vous. La mère, Catherine et Béatrice la connaissent. Elles viennent de Biarritz. Sans mari ni enfant, elles se sont offert ce séjour de 15 jours, sorte de cure de thalasso version orientale, où l'on soigne l'esprit autant que le corps. Et tout au long de cette cure de médecine ayurvédique, elles seront prises en main dans un programme personnalisé. Chaque soin est précédé d'une consultation avec un médecin. Ici, le docteur Dayananda, formé dans l'état voisin du Kerala, berceau de cette médecine vieille de 5000 ans. Et plusieurs fois par jour, Catherine et Béatrice vont enchaîner les massages thérapeutiques dans le plus grand raffinement de la plus pure tradition indienne. Des huiles médicinales chauffées et préparées la veille pour une séance qui va durer 2 heures. Dans cette région de l'Inde, l'Ayurveda est clairement le poumon économique. Produits et massages ayurvédiques, c'est ce qu'on propose aux touristes occidentaux sur les plages alentours, tous les 100 mètres, et à des prix des plus accessibles. Mais pour Catherine et son amie, ces 2 semaines de cure haut de gamme auront coûté 7 000 € à 2, sans les billets d'avion. Le prix à payer pour associer luxe et spiritualité. Mais est-ce bien compatible ? Quand nous avons commencé, je suis allé rencontrer un gourou. Et je lui ai posé ces 2 questions. Est-ce contradictoire de proposer du yoga dans un palace luxueux ? Et j'ai posé cette 2e question. Est-ce contradictoire de faire du yoga un business ? Quelque chose de commercial. Et sa réponse a été, pourquoi un roi ferait-il des compromis ? Alors puisque le gourou l'a dit, décomplexez-vous. Ici vous serez accueillis comme des reines. Une occasion pour Catherine de voir une autre facette de l'Inde. Ça fait 6 fois que je viens en Inde et c'est la première fois que je fais cette cure. Je voulais vraiment voir la sensation de ce que ça peut donner. Je voulais faire le panchakarma, mais c'est 21 jours. C'est un peu trop long. Une cure destinée aux puristes, au cours de laquelle on ingurgite un puissant purgatif, le ghee, tout en faisant une diète. Mais c'est assez rude parce qu'il y a des lavements aussi. On peut vomir, il y a des boutons qui sortent, enfin bon, c'est pas... C'est pas très engageant, on va dire. Elles se sont contentées de la version soft, celle où on ne vomit pas et où l'on se fait cocooner de bout en bout tout en se purifiant de l'intérieur. Un sacré voyage. C'est plus qu'un voyage en fait. C'est une expérience. Avec une petite prétention, c'est presque une expérience de vie. Hein, parce que c'est vrai que, enfin, moi, ce qui me concerne, tout ce qui était méditation, tout ça, j'avais jamais fait. Donc c'est vrai que, à la limite, c'est un voyage, mais c'est aussi une expérience intérieure, quoi. Je crois que c'est Gandhi qui disait le plus grand voyageur est celui qui fait le voyage autour de lui-même, quoi. Hein. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, au lieu d'aller partout dans le monde, regarde un peu autour de toi et dans toi, et peut-être que tu voyageras différemment. C'est un petit peu ça. Et la journée se termine par une dernière séance de méditation. Dans 3 jours, Catherine et Béatrice rejoindront la France. Seront-elles parvenues à toucher du doigt toutes les subtilités de cette pratique, de plus en plus courue en Europe ? Souvent, les gens pensent que la méditation, c'est se couper du monde et supporter ne rien faire. C'est
l'inverse, c'est-à-dire c'est d'abord prendre la mesure de ce qui est là et de ce qui ne va pas, essayer de bloquer l'incendie qui sinon partirait dans notre esprit sous forme d'inquiétude ou de désespoir, etc. Et après revenir vers la situation pour agir de manière plus sereine. Ça, c'est le premier grand bénéfice de la méditation, donc le juste rapport à nos souffrances. Et puis il y a aussi un second bénéfice qui est celui d'apprendre à aimer la vie, à savourer toutes les petites choses simples qui font que vivre reste malgré tout une aventure intéressante. À chaque expiration, votre corps se détend davantage et toute votre boîte crânienne est détendue. Aujourd'hui, on pratique la méditation dans beaucoup de stages de développement personnel. Ils sont une douzaine de tous milieux et de tous les coins de l'Hexagone à s'être offerts cette semaine un peu particulière dans le sud de la France. Ce n'est pourtant pas une retraite silencieuse qu'ils sont venus chercher. Attention, attention, c'est parti! Ils se sont inscrits à un stage de rigologie. Ce que je préfère dans la vie, c'est les gros bisous. Durant 5 jours, ils vont rire non-stop et ont déboursé la modique somme de 800 €. La moitié est venue par le biais de la formation professionnelle, l'énorme filon de ces stages de rire. Ils vont faire sauter un à un tous les verrous intérieurs pour se livrer, clou du stage, à une méditation du rire. Attention, c'est parti. Et mine de rien, ce morceau de bravoure durera 6 minutes. C'est elle, Corinne Cosseron, qui a inventé la méthode, après un tour du monde des spécialistes du rire qu'elle est allée rencontrer en Inde, en Colombie, pour finir aux États-Unis avec les gens de la psychologie positive. Et la voilà devenue chef de file des rigologues. Elle a formé déjà près de 2000 personnes et grâce à elle, les clubs de rire en France n'arrêtent pas d'essaimer. Elle a aujourd'hui des demandes qui affluent de partout et de toutes sortes. Je peux avoir un PDG d'une entreprise en haut d'une tour de la Défense qui me demande de venir remettre du lien entre deux services qui ne se parlent plus. On intervient parfois dans les prisons. J'ai formé par exemple un ancien ministre africain qui voulait introduire ça auprès de la police dans son pays, un général à la retraite. Enfin, voilà, c'est que des gens différents les uns des autres. Elle conduit ses ateliers dans la maison familiale, envahie pour l'occasion par ses nouveaux émules. Et sous l'œil amusé de son mari avocat. Très franchement, au début, j'étais un peu sceptique. C'est incroyable de se dire qu'il y a des gens qui apprennent à rire, mais moi je me suis fait la réflexion aussi qu'à 150 ans, ça aurait été incroyable de dire qu'on allait courir sur un tapis de gym dans une salle. Jusque-là, logique. Faites ha, 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 ha. Mais qui aurait cru que le rire aurait entamé un sprint et détrôné la course à pied sur tapis pour s'exporter dans le plus grand casino du monde, celui de Singapour. Opération Commando pour Corinne Cosseron et ses collaborateurs. Objectif, mettre de l'huile dans les rouages de cet hôtel où travaillent plusieurs milliers de personnes, des employés toujours dans l'urgence qui ne savent pas communiquer. 1 700 000 $, c'est le préjudice annuel chiffré par le groupe de cette mauvaise communication. Là, je suis très émue quand je vois ça parce que le numéro 2 de l'hôtel est venu le premier matin de notre stage et a vu que tous les gens étaient comme ça, se parlaient à peine, étaient mis par groupe, par langue, par uniforme, ils étaient chacun dans leur coin. Et il revient passer la dernière heure avec nous au bout de 2 jours. Les gens s'embrassent, enfin, ils sont comme dans nos stages ici, quoi. Les gens chantent, s'embrassent, se connaissent. Et ensuite, ça fait que quand ils se croisent dans les couloirs, ils se connaissent, ils ont trouvé un moyen de communiquer. Quand ils ont un problème à régler, ils décrochent leur téléphone au lieu de s'envoyer un mail désagréable. Les choses sont réglées 3 fois plus vite, quoi. Donc pour l'hôtel, ça a été vraiment une économie de moyens. Enfin, ça a été vraiment rentabilisé largement. Et votre cachet pour cette intervention? C'est top secret. C'est du dollar singapourien, de toute façon. Le rire comme puissant accélérateur social. Un business model qui peut être rentable?
Ça devrait l'être pour l'instant. On ne peut pas dire que ce soit la profession rentable de l'avenir, vraiment pas. Par contre, c'est vrai que je ne le vois pas en termes de business, mais en termes d'efficacité, oui. Et j'aimerais bien que ça devienne un business, pas pour le côté gagner de l'argent, mais pour le côté reconnaître que vraiment c'est incroyablement utile ce qu'on fait. Je pense qu'on est d'utilité publique. Et nous sommes, de ce type-là, la seule et unique école au monde. Voilà, il n'y en a pas d'autre. Cette fabuleuse formation professionnelle que j'ai vécue. La rigologie, une marque déposée qui compte bien faire des adeptes. Alors marrez-vous plutôt qu'indignez-vous, nous dit Corinne Cosseron. Et le rire fera des miracles. Pour moi, le but, c'est la transmission. Plus il y aura de gens formés à la manière de stimuler son propre bonheur, de s'aimer, de partager, etc., plus on ira bien. Je crois que avant de changer le monde, changeons-nous chacun d'entre nous déjà, et ça aide à changer beaucoup de choses. La société a désespérément besoin de nous. Je le crois vraiment. On est une bouffée d'oxygène entre deux journaux télé. Je libère et je lâche. Je libère, je lâche. La recherche du bonheur, c'est pas toujours de la rigolade. On peut aussi se tapoter. Tout ce noir dans lequel j'entre. Je libère, je lâche tout ce noir dans lequel j'entre. Je libère et je lâche toutes ces envies de pleurer. Je libère, je lâche toutes ces envies de pleurer. Je libère et je lâche. Je libère, je lâche. Je libère et je lâche. Je libère, je lâche. Vous inspirez profondément et vous expirez. Là, vous y êtes, là. Et voici une séance d'EFT, Emotional Freedom Technique. Une méthode Coué version tapotée, sans aucune caution scientifique, qui a pourtant son numéro dans la collection pour les nuls et qui fait sortir les mauvaises pensées, rentrer les bonnes. Je libère, je lâche. Toute cette tristesse. La séance va durer 2 bonnes heures. Et tous les traumas associés à ça. Et tous les traumas associés à ça. Cette méthode, Caroline Dubois l'a découverte dans des vidéos qu'elle a téléchargées sur Internet. Quand vous faites les vidéos de formation, vous voyez des séquences de démonstration et vous faites ça pendant la vision des vidéos et vous sentez déjà des changements. Donc c'est particulier de voir que... Donc vous apprenez à comment on fait et pourquoi ça marche, et puis en même temps vous l'expérimentez. Je me suis dit, bon, si j'arrive à l'expérimenter en vidéo... Totalement décomplexée sur sa légitimité, elle s'est autoproclamée psychothérapeute. En Belgique, c'est possible. Et en pleine crise de la quarantaine malmenée, elle a décidé de pratiquer à son tour, monter sa clientèle et en faire son nouveau métier. Il y a 11 ans, il y a mon mari qui m'a quittée. Donc là, j'ai dû me débrouiller financièrement. Et à ce moment-là, Gary Craig faisait un séminaire qui s'appelait « Comment avoir une pratique florissante ». Donc j'ai pris le premier avion, après mes formations vidéo bien sûr. J'ai pris mon premier avion pour aller faire un séminaire avec lui, qui était sur avoir une pratique florissante. Elle a suivi à la lettre les conseils de Gary Craig, l'inventeur de la méthode. Et voilà qu'en 5 ans, son entreprise est devenue florissante. Et cela grâce à l'EFT. Ce que j'ai appris là, c'est que d'abord, lui, il nous conseillait d'avoir un objectif. Donc mon objectif, c'était d'avoir, mettons, 4 clients par jour, 5 jours par semaine, ça fait 20 clients. Donc 20 clients par semaine à l'époque, donc je me disais, mais ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est déjà une première pensée négative, c'est pourquoi est-ce que c'est pas possible? Et puis après, c'est combien vous voulez gagner, combien vous voulez demander par séance. Donc à l'époque, je pense que c'était 50 € l'heure, mais... Avoir 20 clients à 50 € l'heure, ça faisait quand même beaucoup, ça faisait une pratique pleine. Donc il y avait, chez moi, je sentais des barrières. Il y avait, oui, mais je ne suis pas assez intelligente. Oui, mais je ne suis pas psychothérapeute. Oui, mais je ne suis pas psychologue. Oui, mais je ne suis pas assez ceci. Donc tous ces oui, mais, je les ai tapotés. Merci. Merci les tapotements. Caroline Dubois, la pionnière en Belgique, s'est spécialisée sur la réussite professionnelle. L'homme qu'elle reçoit en est à sa 16e séance. Lui, son objectif florissant, c'est d'être enfin le comédien qu'il a toujours rêvé d'être. Moi, je reviendrai bien cette fois-ci, exceptionnellement la semaine prochaine, si ça vous va. 200 € la séance et son carnet de rendez-vous ne désemplit pas. Une sacrée entorse au budget pour tous ceux qui veulent s'y frotter. Oui, surtout pour moi. Je suis un peu entre... Justement, comme je suis à un croisement de ma vie, je remets beaucoup de choses en question, y compris l'aspect professionnel. J'ai déjà été plus riche que maintenant. Donc c'est vrai que je le sens passer quand même. Hein. C'est 400 € par mois.
En France, cette méthode a ses adeptes. Il y a des séminaires, des formations et on dénombre près d'une centaine de praticiens. Des praticiens que connaît bien Didier Pachou à Marseille. Il a créé le GEMPI, une des rarissimes associations de prévention contre les dérives sectaires, à passer au peigne fin ses offres de bien-être. Vous savez, si vous tapotez en disant voilà, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal au foie, je n'ai pas mal au foie. Si on se fait un truc comme ça, est-ce que ça marche? Tout va dépendre du discours qui va entourer la thérapie, qui vous fait faire ce genre de pratique thérapeutique. Donc si c'est bien présenté, avec un discours pseudo-scientifique, hein, on va parler d'énergie, de physique quantique, etc., peut-être qu'elle aura un effet psychologique sur l'individu qui est bien connu, qui s'appelle le placebo. C'est pour ça que je dis de l'extérieur, on peut se dire, bon, ok, le mec il a pas été sur la Lune, voilà, mais de l'intérieur, c'est une... Comme dirait Steve Jobs, c'est une révolution, quoi. Vraiment. Quand on est dans une illusion, on est certainement plus heureux. Je connais un tas de gens dans des groupes comme ça, où ils font des choses un petit peu à vide, mais dans l'espoir que ça va marcher, ils sont heureux parce qu'ils ont l'espoir. Alors, honnête, il y a des gens honnêtes, certainement, hein. Par contre, je pense qu'il y a un gros potentiel là de gens qui font du business sur du vent. Pour Caroline, cette méthode devenue son unique source de revenus n'est en rien une duperie. C'est à elle qu'elle attribue aujourd'hui toutes ses réussites. Alors, la frontière entre la thérapie et le bien-être est parfois floue, mais très souvent, le pendant, c'est la médecine ne traite que les symptômes, alors que nous traitons les vraies causes. Voilà, on est dans la toute-puissance, là, on est à la limite de la dérive sectaire. En quoi est-ce que l'EFT pourrait être une secte? Je vois pas. Donnez-moi des arguments, parce que moi, je vois pas du tout en quoi l'EFT... Pour moi, c'est comme si vous me disiez les gens qui font du yoga, c'est une secte. Pourtant, ce film de promotion de l'EFT a de quoi nous interpeller. Et voici l'homme qui a changé la vie de Caroline, le fameux Carrie Gregg, celui qui arrose le net avec ses tapotements. Des tapotements au chevet de tous les maux. Sclérose en plaques, dépendance, fatigue, diabète, perte de poids, insomnie, sans oublier la libido. Ici, c'est un film de promotion, je dirais, mais c'est vrai que ce qui peut paraître le plus surprenant, c'est que ce soit à propos de choses physiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment, c'est un choix. Non, ce qui peut paraître vraiment très très surprenant, c'est qu'à l'entendre, ça guérit toutes les maladies. Non, je pense qu'il parle beaucoup des problèmes, qu'il dit qu'à chaque maladie est attaché des problèmes émotionnels. Et là, notre souci actuellement, c'est que ces pratiques de développement personnel ou de bien-être, voire thérapeutique, sont entre les mains de gens qui ne sont pas des médecins. Donc, qui ne peuvent pas mesurer, en général, le moment où, là maintenant, il faut avoir affaire à des vrais spécialistes. Et c'est bien pour cela qu'il a créé une charte des praticiens du corps et de l'esprit, qui engage les signataires à ne pas se substituer à la médecine, la rejeter ou la discréditer. Le problème, c'est qu'une trentaine de praticiens seulement l'ont signé. Car pourquoi le faire, puisque dans le domaine du coaching et du développement personnel, personne n'a besoin d'une certification. Le net est ainsi devenu le carrefour de tous les dangers. Il serait, selon Didier Pachou, plusieurs dizaines de milliers d'opérateurs, échappant à tout contrôle, à vendre leur méthode. Et je m'interroge sur les gens en difficulté, en détresse, qui sont mal dans leur peau, qui vont s'adresser à eux, parce qu'eux disent savoir. Alors, vers quoi est-ce qu'ils vont les amener? Je suis scientifique. Méthode présentée comme scientifique ou révolutionnaire, cours gratuits, comment choisir ce qui nous convient? Comment déjouer les pièges parmi toutes ces promesses de toujours plus d'épanouissement? Passionné depuis de très longues années, nous allons faire un long chemin ensemble, je l'espère. Il n'y a pas de loi, hein. Si moi, un beau jour, je dis que voilà, j'étais en contact avec un esprit supérieur, une entité, un esprit désincarné, et qu'il me révèle les choses sur les gens, que les gens viennent me voir,
et puis que je leur dicte leur façon de vivre, leur façon de travailler ou pas, si je leur demande un peu d'argent aussi, mais personne ne peut rien faire contre moi. J'ai le droit. Même si je suis un parfait charlatan, un menteur, un blagueur, je peux en profiter, c'est pas interdit par la loi. Un marché hors de contrôle, mais aussi une jungle économique, car si beaucoup investissent la toile, peu en vivent. Ils ne sont qu'une poignée en France à avoir décidé d'en faire une activité pleinement commerciale. En témoigne ce site où l'on trouve des offres groupées. Trouver l'amour, gagner plus d'argent, booster sa carrière et même maigrir. Autant de programmes sur lesquels on n'a plus qu'à cliquer, le supermarché en ligne du développement personnel. L'homme qui a conçu ce site, c'est lui, Laurent Marchand. 10 ans d'expérience sur la toile, il fait travailler une quinzaine de collaborateurs. J'ai eu deux solutions, soit me jeter par la fenêtre, soit essayer de faire quelque chose pour transformer ma vie. Sa méthode, il dit lui aussi que ça lui a changé sa vie. Un argument commercial que tous les coachs utilisent, un marketing doux en apparence, basé sur le partage et l'empathie avec les clients. Ça, c'est Programme Riche et Heureux. Il a accepté de nous recevoir, et j'avoue qu'après l'interview marseillaise sur les dérives de l'Internet, j'y suis allée un peu avec mes gros sabots. Ça, c'est un programme, ça fait 350 pages, et ça, c'est le programme Homme. Il vend son programme Riche et Heureux, 150 €. Tu vas prendre conscience de l'importance de ta petite voix intérieure. Qu'est-ce qui peut au fond motiver un individu à télécharger un tel programme quand on sait la multitude d'ouvrages et de conseils déjà présents sur ce marché? Pour être heureux, il faut revenir en son centre. Mais c'est très très simple le bonheur, mais vraiment, je vous dis, je dis aux gens, c'est très simple le bonheur. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste de savoir combien il arrivait à en vendre et à qui. Ça marche? Ouais, ça marche, heureusement que ça marche. Si ça marchait pas, déjà je serais pas là et j'aurais pas dépensé toute cette énergie. Mais oui, ça marche. En fait, ça marche parce que je suis parti du principe qu'il fallait que je fasse confiance à... Difficile de connaître vraiment la rentabilité d'un tel site. Je suis derrière un écran et en fait, il télécharge des programmes et il se débrouille tout seul. Et en fait, tout le monde m'a dit, ça marchera jamais parce que les gens se maltraitent, ils n'ont pas envie. Et quand on regarde les chiffres, ils sont absolument décevants. Et c'est vrai, les chiffres sont décevants. On dit qu'il y a 85% des gens qui préféreront rien faire que d'essayer d'être heureux. Laurent Marchand cible sur les 15% restants. Et dans cette portion, ceux qui ne vont voir ni psy ni coach. Et nous, c'est cela qui nous intéresse. C'est cela qui nous intéresse parce que c'est ceux qui sont le plus dans le désir de comprendre ce qui leur arrive. Et il faut leur proposer quelque chose. Et aujourd'hui, à part l'Internet et à part la distance, mais un programme efficace qui gère le problème de distance, à part ça, il n'y a rien qui pourra les aider. Ce sont des gens qui n'en parlent pas à leur famille, qui n'en parlent pas à leurs enfants, à leur mari. Comment ils font? Et lui, comment fait-il dans ce marché ultra concurrentiel pour rester visible et surtout compétitif face à ses concurrents? Il n'a pas voulu communiquer sur son chiffre d'affaires, mais il se place malgré tout en bonne position dans le peloton de tête de cette mini-bulle du bien-être. Mais attention, terrain glissant. C'est Internet, quoi. Je sais pas, en 15 jours, si les programmes sont mauvais, s'il y a une arnaque derrière, tout le monde le sait, quoi. Voilà, c'est Internet. Ça communique très, 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 très vite. Voilà. Et donc, moi, pendant 1 an et demi, j'ai pris le risque de me mettre sur Internet avec un problème de réussite professionnelle en me disant, je peux aussi m'écraser, quoi. Et en fait, je ne me suis pas écrasé. On peut très vite se faire éjecter de ce marché, mais on peut aussi devenir une buvette en plein désert si l'on n'a pas de trafic. Vendre du bonheur sur Internet peut tourner au fiasco commercial si l'on n'est pas un redoutable marketeur. Claude Clairet, l'homme qui vend sur Internet des CD de méditation. Il a l'air comme ça de travailler avec des bouts de ficelle, mais en fait, c'est un vrai pro. Il n'est rattaché à aucune organisation professionnelle, si ce n'est celle de la vente par correspondance. Le voilà aujourd'hui propulsé leader sur le marché Internet de la spiritualité, marché qu'il a investi il y a 3 ans à peine et avec beaucoup de conviction. Bonjour, ici Claude Clairet et je vous remercie pour votre inscription à mon événement sur la transformation. Bardé d'un MBA de l'université de Harvard, il a une vraie passion, le marketing Internet, et un objectif, faire de la méditation un produit grand public. Cher ami, alors je précise tout de suite que je ne suis pas un adepte, je ne suis pas non plus un de ces escrocs de l'Internet qui dissimulent leurs mensonges sous un bel emballage. Moi personnellement, je me disais juste, je vais diffuser des choses dans lesquelles je crois, je vais parler de méditation et on va bien voir ce qui va se passer.
Et il se trouve que c'est quelque chose qui a pris une énorme ampleur et effectivement je me retrouve dans les pionniers de la diffusion du bonheur ou de la plénitude sur Internet. Mais c'est un peu par hasard en fait. Sa réussite tient à tout sauf au hasard justement. Sa stratégie, le référencement Internet. Il reverse pas moins de la moitié de son chiffre d'affaires au plus gros moteur de recherche présent sur le net. Et effectivement, je verse plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque mois à Google, mais en échange, je suis présent sur plus de 10 000 sites. Et on a vu les résultats tout à l'heure, il y a plus de 1000 personnes qui lisent tous les jours mon rapport sur la méditation profonde. Depuis que ma société est créée, il y a 200 000 personnes qui ont lu mon rapport sur la méditation profonde. Donc là, vous voyez, sur le mot-clé méditation, on est premier sur 26 400 000 résultats. Donc ça veut dire qu'il y a 26 400 000 concurrents sur cette recherche et nous sommes numéro 1. Il ramasse également dans son filet un large éventail de mots comme stress, prière, changer de vie ou confiance en soi. Et il peut cibler au cordeau son argumentaire commercial. Je vais vous donner un exemple. Donc, quelqu'un qui a tapé confiance en soi, vous avez 13 869 personnes qui ont tapé confiance en soi sur Google, vous en avez 160 qui ont cliqué et vous en avez 22 qui ont pris mon guide sur la méditation profonde. Et donc je vais leur parler de méditation de façon différente de quelqu'un qui cherche à méditer comme une pratique spirituelle. De sa maison familiale, devenue sa plateforme logistique, il a développé en un temps record un parc de 150 000 clients, s'inspirant clairement des modèles américains d'éditeurs en ligne. Et inévitablement, la question de son chiffre d'affaires s'est imposée. Il est aussi beaucoup plus important que ce que j'aurais pensé. Par contre, contrairement à ce que les gens croient... Et réflexe bien français cette fois-ci, lui non plus ne m'en dira pas plus. Mais son chiffre ne lui permet pas encore de lâcher son emploi de consultant dans une banque. Enchanté. Il travaille pourtant en flux tendu. Ses coffrets de méditation sont fabriqués en Pologne et transitent ici, dans son garage, en banlieue parisienne, avant d'être réexpédiés dans une trentaine de pays. Je vais signer le bon. Et ce qui l'intéresse désormais, c'est de développer un véritable conglomérat de la spiritualité. Il a rendez-vous cet après-midi via Internet avec un moine zen israélien avec qui il envisage de s'associer. Ok. Do you see me now? Tu me reçois là? Attends, fais voir. Ouais, c'est bon, c'est bon. Super. Ok, my friend. I've been practicing quite a lot. J'ai pas mal pratiqué ta méthode, tu sais. Et merci, mon ami, parce que ça marche. Je dois venir en Israël pour que tu m'expliques comment la transmettre. Claude Clairet aimerait bien commercialiser sur son site la méthode du moine Nissim, une méthode qu'il appelle la thérapie de l'éveil, basée sur la distinction entre le cœur, l'esprit et le corps. Tout un programme. Ça marche, tu sais. Et c'est pour ça que j'aime ta technique. Nous plantons les graines et l'arbre va pousser. Nissim voit en Claude Clairet une formidable aubaine qui lui permettrait de diffuser à large échelle sa méthode. Et si je t'ai choisi, c'est parce que tu es l'un des plus importants leaders spirituels en France. Je te salue, mon ami. Prends soin de toi. Et voilà comment de jeunes moines prennent leur envol dans l'ère du numérique. Mais avant de le quitter, j'avais une dernière question. Car en plus d'être un super doué du net, il a réussi la prouesse d'imposer à 47 € ses CD où on médite en écoutant la pluie. Au fait, sa méthode, c'est quoi au juste? Il y a un fond sonore, mais c'est pas là qu'est le secret. Le secret, en fait, est dans les petits silences qui sont derrière la musique. Comme dans la méditation, en fait, le secret est dans le silence qui est derrière les pensées. Alors, c'est une méthode qui est rapide et efficace. Ça ne veut pas dire que c'est un fast-food de la méditation. C'est un raccourci. Autrement dit, en écoutant ces musiques, eh bien, vous pouvez reproduire les mêmes conditions au sein de votre cerveau que ce que peut faire un moine zen qui a des années d'expérience. Tout va bien. On peut éviter le monastère. Alors, même pour méditer, il faut se dépêcher? J'ai rappelé Laurent Marchand, le coach qui monte. Un peu bousculé, je lui ai demandé s'il avait un programme pour des gens pressés comme moi. Son texto, si vous ne savez plus comment faire les choses, rappelez-vous pourquoi vous les faites, est une bonne piqûre de rappel sur la question du bonheur.
Je l'ai donc retrouvé en banlieue parisienne, dans cet atelier qu'il co-dirige avec une autre coach. Une nouvelle activité qu'il compte bien ajouter à toute sa gamme de programmes. Venir la chaleur dans vos mains. Tiens, encore des tapotements. Ici, ce n'est qu'un endroit où on partage une masse d'informations qui va vous permettre d'arroser, de vous occuper de votre petit bonheur. Parce que là, vous êtes vraiment un terreau fertile, vous êtes libre de faire exactement ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous attendez plus de l'extérieur qui vous donne quelque chose qui vous donnera du plaisir. Si vous êtes centré, le plaisir, c'est vous qui vous le procurez vous-même, simplement par le fait d'être vous-même. Est-ce que c'est clair? Oui. On peut se poser cette question de savoir si on ne va pas trop loin dans le moi-je, dans le culte de soi, dans le travail sur l'estime de soi, dans la recherche du bonheur. C'est bien qu'on se la pose. Moi, il me semble que c'est plutôt un bon signe quand des sociétés peuvent justement se consacrer beaucoup de discours, beaucoup de visibilité à la quête de l'équilibre personnel. Alors, comme tous les phénomènes sociaux, il y a des excès. Peut-être on en fait un peu trop, peut-être on en parle un peu trop. Mais je pense que ces excès sont moins problématiques que les carences qui les ont précédés. Il faut rappeler quand même que pendant très longtemps, quand les gens étaient malheureux, la solution c'était de la boucler, de boire de l'alcool et d'attendre patiemment la mort. Donc il y a peut-être eu certains excès, mais c'est comme ça aussi que la société bouge. Et vous pouvez faire des sons... Ouais, Revendiquer son droit au bonheur, c'est précisément ce qu'est venu faire cette vingtaine de participants. En 3 heures de temps et pour un prix de lancement de 10 €, ils vont se livrer à une série d'exercices sur la relation à l'autre, le besoin de se recentrer et toutes les émotions qu'on s'interdit. Eh ben moi je réalise vraiment mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve c'est quoi? C'est redevenir ce que j'ai toujours été. Joyeux, gai, avec la pêche, avec la chance, avec tout ce que j'ai toujours eu dans ma vie et que j'ai perdu et que je vais retrouver. Mais putain, yes! J'ai connu Laurent Marchand sur Internet. Alors il faut préciser que c'est mon premier atelier aujourd'hui. Je suis très heureux parce que je ressens une dynamique parmi les participants et je voudrais retrouver la pêche que j'avais. Et je vais y arriver. J'ai envie d'être ce que j'ai déjà été, mais différent. Beaucoup plus calme et serein et moins dans l'avoir, surtout dans l'être. Être plutôt qu'avoir, comme si notre bonheur était quelque part dans cette phrase, sur laquelle les plus grands économistes de la planète planchent désormais. Septembre 2009, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. On l'a baptisé la Commission du bonheur. Le moment est arrivé. Coordonné par Jean-Paul Fitoussi, pas moins de 3 prix Nobel d'économie sont venus présenter leurs travaux et dire que peut-être notre PIB, l'indice qui mesure la richesse de chaque pays, serait un outil passé de mode. Car si depuis l'après-guerre il ne cesse d'augmenter, notre bien-être à tous stagne. L'enjeu aujourd'hui, et Jacques Lecomte l'a bien compris, c'est que notre bonheur entre enfin dans le calcul de nos indices. Par exemple, il y a un paradoxe très bête, si un pétrolier s'échoue sur une côte normande ou bretonne, eh bien ça augmente le PIB. Pourquoi? Parce que ça va faire des tas de générer les assurances, générer des médecins, générer toutes sortes d'événements qui vont faire tourner de l'argent. Mais ça n'augmente absolument pas le bien-être et le bonheur de la population. Donc il est temps de changer, de revoir complètement ce système et de mettre en place de nouveaux indicateurs de richesse qui soient vraiment le reflet du bonheur de la société. Mettre plus de bonheur dans la société, ça pourrait passer pour un rêve d'ado, mais c'est le gros chantier de Jacques Lecomte. Il est un des rares en France à avoir introduit la psychologie positive à l'université. Ici, dans des cours de sciences sociales et économiques.
Ce qui est impressionnant, c'est que si on applique à large échelle les connaissances en psychologie positive, ça pourrait vraiment changer le monde. Ça pourrait changer le monde de l'éducation, avec l'apprentissage coopératif qui est plus efficace que l'apprentissage compétitif. Ça pourrait changer l'entreprise, où on se rend compte quand on fait confiance à ses salariés, ça améliore le bien-être et la productivité. Ça pourrait changer la justice, ça pourrait changer la santé publique, ça pourrait changer plein de domaines. Et cette question de plus de bonheur dans nos vies chemine désormais au sein des institutions internationales. L'Europe, le G20, l'ONU, mais aussi l'OCDE. Au siège parisien de l'organisation, c'est le secrétaire général en personne, Angel Gurria, qui nous reçoit pour affirmer cette priorité. La question du bonheur, c'est quelque chose qui est devenu une science, qui est plus qu'une art, et aussi c'est devenu une spécialité. Pour son cinquantenaire, l'organisation a conçu ce clip qu'elle a mis en ligne et où chaque individu est sondé sur ce qui le rend heureux. Un outil futur pour tous les gouvernements, invités désormais à s'en préoccuper. C'est un beau changement, ça a pris 10 ans et ça va devenir quelque chose de permanent. Il faudra toujours essayer de l'améliorer, de mieux cibler les objectifs pour mieux identifier les messages que la population, que les sociétés nous envoient. Comment va la vie ? Ce spot promotionnel diffusé dans les 34 pays que compte l'OCDE donne désormais la couleur de cette nouvelle orientation. Ma vie serait meilleure si... Ma vie serait meilleure si aujourd'hui l'économie devenait plus juste pour tout un chacun. Alors avis à ceux qui nous gouvernent et à chacun d'entre nous, avec ou sans toutes ces recettes, il devient urgent de se frayer un chemin vers son propre bonheur. Le bonheur ? Question difficile. Ah, ma définition du bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est du bien-être dont on prend conscience. Ma propre définition du bonheur, c'est de continuer à désirer sa vie. En acceptant le bien et le moins bien qui arrivent avec sérénité. De la faire progresser si on veut, mais surtout de continuer à l'aimer comme elle est. Ça fait partie de la vie, le moins bien. Mais avec les tapotements, c'est waouh.